RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports en cette fin de semaine. Nous sommes là pour vous informer, pour vous distraire aussi. Et n'oubliez pas, si vous nous écoutez, alors que ce soit en son, à travers les ondes radio bien sûr, mais aussi si vous nous regardez grâce à Internet, grâce aussi à France 24, vous pouvez nous consommer tout au long du week-end. Ça sera un café réchauffé, mais on sera ou en podcast ou en replay, que ce soit sur la chaîne YouTube de RFI, que ce soit sur notre page Facebook ou que ce soit en podcast radio, bien sûr. Nos invités sont là, n'est-ce pas Rémi? Vous nous écoutez tout le week-end? Bonjour. Bien évidemment, tout le temps. Vous vous réécoutez? Vous savez, non, je n'aime pas me réécouter. J'aime écouter les et autres. vous... Et surtout, m'énerver quand j'écoute Xavier Barré. Ah oui. C'est lui qui fait que j'ai vous toujours énervez lu. tout seul. Ah oui, attendez, quand j'ai de l'insomnie, j'écoute Xavier Barré et je m'endors. Bonjour Xavier Bonjour Barré. Annie. Non, moi je regarde Il vous attaque l'émission. tout de suite d'entrée Oui, comme oui, ça. non, hein. mais justement. Première minute. Oui, ça lance les débats sur de bonnes bases, c'est bien. Bonjour à tous. Philippe Doucet, bonjour. Bonjour Madame Annie. Bienvenue dans notre Café des Sports. Hein. C'est pas Je si vois qu'il souvent, est mais animé. on est ravis. Oh bah, vous arrivez bien au beau milieu et vous nous ferez un petit peu l'arbitre, j'espère, pour mettre de l'ordre. Et puis Frédéric Suto est là. Bonjour Frédéric. Salut Annie, bonjour tout le monde. Frédéric et tous nos auditeurs, et ça représente des millions de personnes. Hein, C'est parti chacun à le 100 sache. à l'heure, le Facebook Live, YouTube, les premiers messages. Alors je sais pas, je vois du Messi, meilleur joueur du monde. Bon, voilà. Mais oui, on mais va en oui. débattre, non? Pour l'instant, c'est Serhou Guirassy. Évidemment. Rémi, on vous attend sur ce sujet, Et des bien drapeaux sûr. congolais, la RDC a gagné, je crois, mais bon. Ouais. Ouais. Il paraît. Et ça... Assez facilement. Oui, le suspense est entier et c'est ce qui nous plaira. En tout cas, nous commencerons par ce doublé, un doublé et des larmes. Lionel Messi a disputé hier son dernier match officiel en Argentine. Une nette victoire sur le faible Venezuela et des adieux sous les ovations des tribunes. L'amour du public argentin, sans doute la plus belle victoire de la Pulga. Les éliminatoires en vue du Mondial 2026, en attendant la 8e journée en Afrique qui sera pour beaucoup décisive. Les Lions du Cameroun se présentent en grande forme. Vous ont-ils convaincu? Alors une question pour Rémi et pour tout le monde. Et puis en Europe, la National Mannschaft prend une leçon de réalisme, on va dire, en Slovaquie. L'Allemagne de Nagelsmann est déjà à la peine. Fin des votes pour le Ballon d'Or 2025. Quel est le favori? Quel est votre favori? Ici, à vous, messieurs, nous vous poserons la question. Il y aura peut-être unanimité, qui sait? Et puis nous terminerons par la séance carton, bien sûr. Une séquence que vous aimez, qui est toujours délicieuse grâce à vos cartons, mais aussi grâce aux notes et que vous pouvez aussi regarder au cours du week-end. M'ont aidé à préparer l'émission deux duos de haut vol, David Finzel et Laurent Salerno, Yann Bourdela et Swell Kedir. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Doblete para Messi en el último partido. Aquí en casa se la sirvió Thiago. Después de un pase profundo de De Paul. Le jour redouté est arrivé et ce fut donc une première séance d'adieu. C'était, alors il y en aura sûrement beaucoup d'autres, hein, avec Messi, il fera peut-être le tour du monde pour faire ses adieux. En tout cas, le capitaine des champions du monde a disputé cette nuit son dernier match officiel devant son public, c'est-à-dire en Argentine. 80 000 personnes l'ont ovationné depuis les tribunes dans l'Estadio Monumental, le stade monumental de Buenos Aires, alors que son équipe s'imposait, on va dire assez facilement, sur le score de 3-0 face au Venezuela. L'intérêt d'ailleurs de cette rencontre était donc ailleurs. Avant même le coup d'envoi, on l'a vu, la Pulga avec ses trois garçons durant l'hymne national, alors que toute sa famille était en tribune pour le suivre. Dernier match donc couronné par un doublé, et puis il y a eu les larmes de Messi, alors que on l'a vu
pas vraiment pleurer, mais s'est penché en tout cas, montrer toute son émotion. On l'a déjà vu pleurer bien avant, à Barcelone. Là, c'était plutôt des larmes de tristesse. Il y a eu surtout cette phrase: «J'ai eu l'amour des supporters à Buenos Aires et c'était mon rêve d'avoir cela ici aussi en Argentine». Xavier Barré, est-ce que finalement cet amour du public argentin, c'était ce qu'il a recherché si longtemps et ce qu'il a réussi à gagner? Oui, j'ai eu l'amour du public à Barcelone, il dit à la fin du Oui, match. oui. Et j'ai réussi à le conquérir ici en Argentine, parce qu'il faut rappeler qu'il est parti d'Argentine très tôt, à 13 ans, et qu'il a vécu à Barcelone une grande partie de sa vie. Et donc, il était plus barcelonais dans sa façon de fonctionner qu'argentin. Et c'est ce que lui reprochaient d'ailleurs les supporters argentins. Tout le temps où il Et, n'a rien gagné. et pendant toutes ces années où il n'a rien gagné, mais surtout quand il est arrivé en équipe d'Argentine. Il ne faut pas oublier qu'il arrive très tôt, il arrive il y a 20 ans. D'ailleurs, il se fait expulser au bout de 2 minutes lors de sa première sélection, lors d'un match amical en Hongrie. Ensuite, il va très vite s'intégrer dans la sélection. Il est à la Coupe du Monde 2006, mais c'est encore le petit jeune. Et à la Coupe du Monde 2010, où il est très attendu, en fait, il est en bisbille avec Carlos Tevez. Et Tevez, c'est la star pour les Argentins d'Argentine. Ils adorent Tevez, qui est un gars issu des quartiers, du quartier de Fort Apache, qui a joué à Boca, qui a Oui, un peu le mauvais garçon, le mauvais garçon. doué. Et donc, Carlos Tevez est plus populaire que Messi à l'époque. Et donc, ce fait qu'il y ait ces deux joueurs qui soient un peu rivaux fait que l'Argentine de Maradona en 2010 en Afrique du Sud, elle est ridicule. Elle se fait sortir par l'Allemagne 4-0, après être passé miraculeusement contre le Mexique. Donc, du coup, Messi, il a beaucoup à faire pour conquérir le public argentin. 2014, il a mis 10 ans pratiquement. Il va en finale, absolument. Et il faut continuer. 2018, ils échouent en Russie. Et finalement, ils gagnent la Coupe du Monde. Voilà. Ils gagnent la Coupe du Monde au Qatar. Face à la France après. Et donc, ça a été pour lui un très long chemin. C'est surtout la Copa América, en fait, qui débloque un peu tout ça. C'est-à-dire un titre, enfin, grâce à Messi, même s'il y avait eu la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2008. Mais voilà, donc ça a été un très long chemin pour lui de conquérir le public argentin. Et moi qui étais en Argentine l'automne dernier, où il avait joué le match contre le Pérou, c'est d'ailleurs lui qui fait la passe décisive pour Lautaro Martinez. Les gens, ils ont maintenant pour lui une admiration incroyable. Et c'est justement tout ce parcours que j'essayais d'expliquer qui fait que il avait cette émotion-là hier au stade. Et on peut le comprendre parce que pendant longtemps, ça a été l'enfant gâté qui était loin de nous. Et là, ils venaient le voir et ils se rendent compte, les Argentins, que ils le verront peut-être plus jamais jouer. En tout cas, un match officiel. Il y aura des exhibitions ou peut-être un jubilé. Voilà. C'est vrai et pourtant, il avait essayé de donner des gages à cette Argentine, d'abord en choisissant l'Argentine, alors que peut-être qu'il aurait pu choisir, pourquoi pas l'Espagne, Philippe, et puis en se mariant avec une Argentine, en se mariant en Argentine, en y passant ses vacances, pour montrer aussi le lien qu'il avait plus que sanguin aux filiales. Oui, mais ça n'avait pas de prise sur le public. Oui, peut-être parce que sa personnalité aussi. Et puis non, il y a la comparaison avec Maradona tout le temps. C'est surtout Maradona, Messi. Mais évidemment, les Argentins étaient... Début des années 2000, on était encore avec les images, les souvenirs de Maradona. Oui, puis Maradona est le sélectionneur en 2010, justement, en Afrique du Sud. Non, mais les Argentins étaient très fiers d'avoir le meilleur joueur du monde, en l'occurrence Messi. Ils étaient à fond derrière lui, oui. Mais la comparaison avec Maradona le tuait d'avance. C'est-à-dire qu'il n'était pas champion du monde comme Maradona, il n'avait pas joué en Argentine, il n'avait pas emmené l'équipe nationale au sommet. Et tant que ça a été comme ça, finalement, Messi, il n'était pas impopulaire, il ne faut pas exagérer. Mais il n'était pas élevé au rang de Dieu, comme ça a été le cas sur toute fin de sa carrière argentine, avec la victoire. On lui faisait presque porter les échecs quand ça marchait pas. Oui, bien sûr, évidemment, forcément. Et puis, il ne faut jamais oublier l'aspect fin de carrière, qui tout d'un coup... Même Connors ou Djokovic sont populaires en fin de carrière. Ouais. Même des gens que personne n'aimait. Parce que tout d'un coup, quand on arrive à la fin de carrière, on se remémore quand même des sacrés souvenirs, évidemment. Et que les choses positives, bien sûr. Et puis les bons souvenirs. Et puis là, oui, ce public est en train de se rendre compte qu'il va falloir faire sans Messi, probablement. Encore qu'on ne sait jamais. Il peut peut-être jouer jusqu'à 40 ans, on verra. Mais enfin bon, en tout cas...
vraisemblablement, oui, on approche de la fin. Bah, je pense que hier, justement, dans les propos qu'il a tenus, il avait l'air de dire c'est mon dernier match, quoi, parce qu'il disait justement je suis venu là. Et le public d'ailleurs avait l'air à la hauteur. En Argentine, parce qu'il y a des dernier auditeurs qui nous demandent mais attendez, il va jouer la Argentine. Coupe du Monde quand même. Bien entendu. Bien sûr, Oui, bien et sûr, puis il bien sûr. continue à jouer en MLS aux États-Unis, ça, il y a aucun problème. Est-ce que vous avez l'impression, si 80 000 personnes dans un stade, Rémi, que c'était des adieux à la hauteur de cette légende qui est quand même Lionel Messi dans le monde entier? Oui, c'était, je peux dire, un bon adieu, parce que j'ai vu les effigies, mais surtout aussi, je ne suis pas sûr que c'est fini. Parce que j'avais déjà vécu ça, justement, quand il avait 29 ans. Il a dit au revoir à tout le monde, adieu à tout le monde, je ne suis même plus en sélection. Après une défaite d'une finale de Copa Et América. c'est là où il Ouais, faut c'est vrai. féliciter Maradona. Parce que il avait été battu par le Chili. Et il avait dit c'est terminé et tout, l'Argentine, ça ne vaut pas la peine et tout ça. C'est là où Maradona prend l'initiative de l'appeler et aussi d'appeler le président de la République pour qu'on contacte Messi. Ils réussissent à convaincre Messi, bien évidemment, que Martino, lui, s'en va. Et Messi accepte de revenir. Et Oui, parce le qu'il faut quand même se dire, sélectionneur, voilà, Tata c'est-à-dire Martino. que Mhm. justement, à la veille de la Coupe du Monde 2018, donc il faut savoir que, première des choses, il trouvait parfois que Maradona lui faisait ombrage. Or, il avait vu plutôt là sa renaissance avec cette façon d'être porté par Maradona. Mais il faut aussi savoir que à cette époque-là, Lionel Messi n'avait même pas encore atteint 60 buts en sélection. Et là, Mais- il est à 114. Hein, Regardez quand il vieillit. C'est là où il est déjà à 114 buts. pour Il a- il en a 193 encore mis deux. sélections. Oui, Oui, parce hier que soir, il il marque- est- il non, marque non, tous c'est les matchs 114. C'est ça, quasiment. il était à 112. Donc là, c'est 114 maintenant, 185 matchs. 193. Pour moi, oui, 193. Donc, moi, j'ai dit, et bien évidemment, je ne suis pas fan de Messi, mais j'aime voir ses rivalités avec des grands joueurs. Je veux qu'il reste sur le terrain. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai dit qu'il fallait Vous que voulez qu'il Cristiano reste Ronaldo- jusqu'à 41 ans? Ah oui, mais pourquoi pas? C'est la même chose que j'ai défendue. Ici, je ne peux pas dire d'un côté qu'il faut que Cristiano Ronaldo continue et de l'autre côté, il dit que bon, au revoir Lionel Messi. Et il faut toujours que nous Personne puissions... ne va vous croire, Rémi. Personne Eh ne va ben, vous non, croire. il faut que ces gens-là continuent à nous offrir le spectacle, tout comme, bien évidemment, pourquoi est-ce que la Ligue a été animée? Parce qu'il y avait d'un côté Oui, bien sûr, Messi et Cristiano mais ils Ronaldo. sont pas éternels. Et donc aujourd'hui, on me dit que On Messi essaye va d'inventer cesser ça. le football alors que même à l'époque, le vieux Mais- Roger Mila a été utile pour la sélection jusqu'à 42 ans. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, Messi continue. Comme ça, je viendrai encore te critiquer. Je viendrai barrer Xavier Barré quand tu vas rater un but à 2 mètres et des goals. Et il y a un proverbe africain qui dit... L'éléphant n'est jamais fatigué de porter sa trompe. Ah, C'est Rémi. utilisable en bien des occasions. c'est bien. C'est utile. En tout cas, en 2030, il y a des matchs en Argentine à la Coupe du Monde, non? Oui. Au début, à Oui. Uruguay, Argentine, Exactement. etc. Ouais, ça démarrera Exactement. là-bas. Peut-être qu'il va dire, bon, finalement. Oui, finalement, pour les 100 ans de la Coupe du Allez. Monde, moi, le sauveur de la patrie, qui Et sait? D'ailleurs, il y a une question pour Xavier, là, Mm. un auditeur qui nous demande sans Messi, qu'est-ce qu'elle vaudra cette sélection? Bon, il va rester jusqu'à la Coupe du Monde, mais Elle a c'est déjà Boukari joué. Rwamba qui nous demande Elle a ça. déjà joué sans lui récemment, d'ailleurs, au printemps. Donc, Et c'était quand plutôt on... séduisant. Oui, ce qu'on quand avait on vu. voit Et la elle qualité... va jouer encore vraisemblablement C'est une son bonne prochain équipe. match. Je suis pas sûr Super qu'il aille équipe. jouer en Équateur, là. Exactement. C'est pas certain. Il Ouais, va ouais. peut-être préférer se reposer un peu. Mhm. Non, il y a Thiago Almada, il y a Julian Alvarez. Mastantuono, Mastantuono, le petit jeune là qui a signé Qui a joué au Real hier quelques Madrid et secondes qui a avec joué Il a lui. les aussi yeux hier. comme son héritier. Donc, Ouais. oui. Donc il y a beaucoup de talent en Argentine. Alors, est-ce qu'il y a un talent du niveau de Messi? C'est pas certain, mais bon, on disait Ah bah, qu'il n'y aurait c'est pas sûr de que non. talent du niveau de On Maradona. le saurait déjà. hein. Quand Maradona a arrêté, on a eu effectivement beaucoup de nouveaux Maradona pendant des années. Ariel Des Ortega, fous, Diego des Lator, fous, qui n'ont bah. jamais convaincu. Et puis Messi est arrivé. Donc On a peut-être eu que ça en France, hein. Les nouveaux Michel Platini, et puis Zidane est Et arrivé. oui, hein. voilà. Oui, donc, puis beaucoup de donc, petits Zidane, et pour il l'instant, faut on n'en a parfois pas. attendre un petit peu avant de voir un nouveau super joueur. Philippe, éclore. en tout cas, incontestablement, et sans pouvoir les comparer, parce que ce sont des époques complètement différentes, mais c'est vrai que dans un panthéon du football, actuellement, on peut peut-être y mettre 4 joueurs que sont Pelé,
incontestablement est Maradona, et puis Messi et sans doute Cristiano. Oui, je pense qu'il y en a peut-être d'autres aussi qui mériteraient d'être là-dedans. Non, je ne jouerai pas à ce jeu-là, mais c'est certain que, puisqu'on parle de l'Argentine, Maradona y est, parce qu'en plus, c'était une rockstar, enfin, un personnage ahurissant. Et puis Messi, évidemment, les années Messi vont marquer forcément l'histoire du foot, donc il en fait partie aussi. Ça, c'est certain. Et tous Après, ceux qui ont vu jouer Di Stefano vous après, diront je que Di pense que Di Stefano Stefano, des Cruyff était un ou joueur autres, exceptionnel aussi. ouais, Alors, ouais, bien ouais. sûr, ça remonte un peu plus loin, donc on Ouais. est de moins en, on a de Non, moins en mais moins c'est de sûr témoins. que Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas les comparer, parce Non. que au point de vue, Non, parce que grâce tout le monde veut aux comparer images, avec aux tout le monde photos. veut toujours trouver des critères objectifs. Il n'y a pas de critères objectifs. Non. Il n'y en aura jamais. Mhm. Quand on me dit les chiffres, Bien sûr. Il joue beaucoup plus Messi, maintenant. il a déjà plus de 100 sélections de plus que Michel Platini. Qu'est-ce que vous allez comparer son Non, chiffre de puis buts on a marqués plein de en choses. On a sélection? Ça n'a aucun sens. les tenues, Même Giroud a marqué plus que Platini en sélection. les Donc, tenues, voilà. les qualités. C'est la réalité du foot d'aujourd'hui. Tout le monde joue beaucoup L'arbitrage plus. les protège beaucoup plus. L'arbitrage, Oui. Maradona s'est fait massacrer toute le sa ballon qui est carrière, beaucoup alors plus que Messi léger, a le été matériel beaucoup qui est plus plus léger. léger, Bien rien sûr. n'est Il y a comparable. eu des grands joueurs Bon, en à tout cas, toutes un petit époques message, et ils auraient été encore. des grands joueurs à n'importe quelle époque. Tous. Ça Oui, tombe, bien sûr, bien ça sûr. tombe de partout là sur le Facebook Live. Ah. Sana Koulibaly, en tant que fan de Messi, c'est la première fois que je suis fier des propos de Rémi. Vous voyez Rémi, hein vous arrivez encore à surprendre nos spectateurs et nos auditeurs. En tout cas, sachez-le, donc Lionel Messi n'a pas encore raccroché les crampons. Simplement, l'AFA, hein, l'association de football argentin, avait préparé bien sûr une fête et avec son accord, et C'est le toute sa premier famille départ. était là. Un des premiers adieux de Lionel Messi dans son pays. On suivra les autres, à n'en pas douter, mais il continuera donc à jouer avec l'Inter Miami sous ses couleurs roses, et puis on l'attend en Amérique du Nord pour la prochaine Yeah. Coupe du Monde, puisque l'Argentine D'ici là, il y aura est même la qualifiée. finalissima entre le champion d'Amérique du Sud, donc l'Argentine, et le champion d'Europe, donc l'Espagne, Mhm. qui est programmée au printemps prochain, je crois, à Madrid. Mhm. Comme il y avait eu la finalissima Oui, entre le à Brésil Londres. Ils et font pas ça avec l'Italie 4 à Londres. pays. Non, avec un pour le truc avec moment, 6 on matchs. verra. non, Alors, À Abu Dhabi. c'est dommage quand même. Il rate une occasion. La FIFA a raté un truc. Pour le moment, ils s'en C'est tiennent à une dommage. Et puis finalissima. on met des clubs aussi, l'Atlético. Attends, Oui, le puis on Real. met le champion d'Europe dedans. Enfin, bon. Puis attendez, s'il nous écoute là, c'est Bah, mal ça parti. claque. Philippe, attention. Ouais, attention. Allez, parlons des éliminatoires pour ce mondial 2026. Sur le continent africain, les journées sont plutôt stressantes parce que le tirage au sort fait qu'il y a des grandes équipes qui se sont retrouvées dans les mêmes groupes, et ça complique, disons, les qualifications, puisque le premier seulement sera qualifié pour partir à la Coupe du Monde. Alors là, on vit la 7e journée, il y en a 8, il en restera 2, mais c'est vrai qu'elles sont essentielles, et notamment cette journée 7 où peut-être il ne fallait surtout pas griller les chances de rester en course. Et c'est le cas, Rémi, du Cameroun dans le groupe D. Alors, il est distancé d'un point depuis quelque temps par les requins du Cap-Vert, et ça continue. Il ne fallait pas perdre. Les deux équipes ont maintenu l'écart. Le Cap-Vert a gagné sur l'île Maurice en battant la sélection locale, et les Lions indomptables, eux, ont battu hier à Yaoundé l'équipe d'Eswatini, donc l'équipe venue d'Afrique du Sud. Avant le match de vérité à Praia, qui se tiendra entre le Cap-Vert et le Cameroun, et qui sera une espèce de finale, on va y venir. Mais en tout cas, Rémi, vous avez regardé ces Camerounais. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous les sentez bien? Est-ce que vous les sentez rassurants? Est-ce qu'ils vous ont convaincu? Oui, ils sont rassurants parce qu'ils ont fait un clean sheet déjà. Il faut le dire, même si on sait quand même qu'Eswatini, c'est le dernier du groupe. Oui. Et Il y a des au-delà de déséquilibres, mais même en Europe, il y a des gros déséquilibres Oui, dans les au-delà groupes de aussi. ça, le mal de l'équipe du Cameroun, c'était souvent au milieu de terrain. Et cette fois-ci, ils ont manqué de celui qui était devenu pratiquement une véritable courroie entre la défense et le milieu de terrain, l'attaque même, parce qu'il courait beaucoup, c'est-à-dire que Baleba, il était suspendu. Or, on a quand même vu son remplaçant, Avom, qui joue à Lorient. FC Et, Lorient, voilà. en première division, puisqu'ils Il a viennent de fait, remonter il a en fait Ligue un 1. match fantastique. Et il a marqué un but. Et il a marqué un but. Et il a failli en marquer un deuxième. Donc,
pour moi, ça m'a été un peu rassurant, même si Zambouangui, ça me paraissait un peu trop, bon, voilà, suffisant. J'ai vu un Beumont qui était encore bon, donc ça va vers ce côté-là. Nkoudou, oui, également. Et, Aboubacar Vincent, certes, a mis une passe décisive, mais je trouve quand même que c'est trop pour un joueur qui n'est pas titulaire en club, qui n'a pas de club depuis, et puis qui joue tout le match. C'est un peu le porte-bonheur de cette équipe, non Rémi, pas. vous ne trouvez pas? Non, il y a le Cameroun actuellement a beaucoup de joueurs. C'est un peu le Roger Mila de ce Cameroun, non? Vous voyez, Roger Mila, quand il était important, c'est parce qu'il jouait les dernières minutes, les 45, les 30 dernières minutes. Aboubacar Vincent peut bien être important pour ça. Mais là, il y a l'âge et il y a le manque de compétition. Donc, pour moi, cette équipe du Cameroun ne m'a pas déplu. Mais sauf que, également, je vois une baisse de rythme. Cela veut dire que le Cameroun a marqué ses 3 buts dans les 28 premières minutes. Et j'ai constaté, que c'est souvent ça. Mais après, on voit quand même une certaine baisse de rythme. Frédéric, est-ce que les Lions indomptables font parler notre auditoire? Oui, il y en a beaucoup qui les envoient déjà à la Coupe du Monde, comme Julien Benga. Le Cameroun doit représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Mais ils sont passionnants, ces éliminatoires. On va continuer sur les Camerounais, mais c'est le propre des éliminatoires. Vous avez des finales, il y a un groupe, c'est Gabon-Côte d'Ivoire, RDC-Sénégal à Kinshasa mardi prochain, probablement décisif. Celui qui gagnera ira probablement à la Coupe du Monde. Exactement. Et là, on a un Cap-Vert-Cameroun, c'est génial. Philippe, cette équipe du Cameroun, est-ce que ça couronne quand même les efforts de Marc Brice, le sélectionneur belge, en dehors du contexte, on va dire, parce que au cours de l'été, il y a eu d'autres épisodes à la FECAFOOT, et puis même lui, il n'a pas vraiment son adjoint, en tout cas sur le banc pendant les matchs. Enfin, il y a toujours cette guéguerre de couloir. Oui, non, il y a toujours un contexte un peu sulfureux, mais qui fait partie de l'histoire de la sélection camerounaise. On rappellera que la meilleure Coupe du Monde que le Cameroun ait fait dans son histoire, 1990, c'était caverneux. C'était ahurissant. La veille du match, ils étaient à 4h du matin à discuter des primes, à exclure Bell et d'autres de l'équipe, alors qu'ils étaient censés être titulaires. Enfin bon, à l'arrivée, ils battent l'Argentine, championne du monde, dès le premier match, et vont en quart de finale de la Coupe du Monde. Bon, ça fait partie de l'histoire du football camerounais. Sauf que disons que l'époque est un professionnalisme de plus en plus poussé. Sérieux. Et que là-dedans, parfois, le Cameroun va un peu loin et surtout va loin quand il n'y a pas les joueurs qui lui permettent le talent, je veux dire, individuel. Ça a été cité ici, Baleba et autres, quand effectivement il y a quelques joueurs qui arrivent, qui pointent le bout de leur nez. Mbeumo est en hausse, bien évidemment, sa valeur est en hausse, mais ça fait quand même des années que le Cameroun attend des joueurs de talent qui le portent réellement. Et du coup, on voit une certaine irrégularité. Donc Marc Brice, oui, a du mérite, mais son équipe n'a pas gagné un seul match à l'extérieur dans cette poule. Ils ont fait de ce groupe, pardon. Ils ont fait 3 nuls à l'extérieur. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'ils sont passés derrière. Oui, parce qu'ils ont collé 4-1 au Cap-Vert en match aller. Donc, en fait, dans ce groupe-là, honnêtement, ils devraient se balader dans ce groupe-là. Ils ont fait nul en Eswatini, ils ont fait nul en Angola. Oui, mais voilà, c'est d'ailleurs le sélectionneur d'alors en avait fait les frais, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bah oui. Mais et du coup, tout peut s'écrouler mardi, s'ils perdent après. Oui. Il y aura encore, ils peuvent pas se permettre de perdre. Voilà. S'ils font nul, il y aura peut-être un petit espoir. Parce qu'il y a encore un Libye-Cap-Vert, si je ne me trompe pas, ce qui laissera peut-être un peu d'espoir malgré tout, mais dans ces qualifications, moi, je ne partage pas l'avis de Frédéric sur l'enthousiasme sur ces qualifs. On a choisi une formule tellement débile, avec un seul qualifié sur 6 équipes, ce qui veut dire que toutes les équipes qu'on va jouer en fin de course, elles sont toutes déjà éliminées. Ils peuvent moi, je suis pas d'accord. Elle est claire, cette formule. 9 groupes, tous les premiers qualifiés. Elle est claire, mais au bout de 3 matchs, tu as des équipes éliminées. Ça fausse complètement la compétition. La compétition en elle-même n'a aucun intérêt. Il y a une journée intéressante. La 3e, c'est les matchs allés. La 8e, c'est les matchs retour entre les deux gros. Tous les autres matchs n'ont aucun intérêt.
ce serait un miracle qu'à la fin... Il y a encore des groupes où on a 3-4 équipes qui bataillent. Ghana, Mali, Comores, Madagascar. Il y a vaguement 3 groupes, il y a vaguement 3 groupes où tu te dis... Non, mais il y en a même qu'un, je pense, celui-là. Ghana, Mali, grâce au fait que le Mali n'ait pas battu le Tchad, sinon ça serait terminé. Mais grâce à ça, on se dit, tiens, il y a 3 équipes peut-être qui peuvent se qualifier. C'est le seul groupe. Tout le reste, c'est un duel 1 contre 1 et tout va se jouer à la 8e journée, donc dans quelques jours. C'est vrai que la bonne formule pour se qualifier à une compétition, je crois que tout le monde la cherche un peu parce qu'on parlait de l'Amérique du Sud. Alors eux, c'est un mini-championnat à 10. Ils ont 18 matchs, si je ne me trompe pas. Après, alors l'Europe fait un peu comme l'Afrique en ce moment, c'est-à-dire on a beaucoup de groupes, seul le premier ira. Après, on aura des barrages très compliqués. Est-ce qu'il existe une bonne formule ? La formule la plus indiscutable, c'est celle des États-Unis, de l'Amérique du Sud, pardon. Vous avez un championnat, tout le monde joue tout le monde joue contre tout le monde. Pays, on peut pas le faire non, mais à ce moment-là, vous faites effectivement 5 poules où tout le monde joue contre tout le monde. Ce qui s'est passé à une époque, vous faites des éliminatoires couplés pour la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. Ce qui fait que ceux qui ne gagnent pas la qualification pour la Coupe du Monde, ils peuvent quand même aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Si ça a été au début des années 2000, ça s'était très bien. Mais non, c'est parce que l'Afrique avait un représentant d'abord, puis 2 représentants. Donc, il y avait 6, il y avait 5 par voilà, non, il y avait des pré-éliminatoires et puis finalement on avait un groupe pour chaque gros, quoi. Voilà, alors que là on se retrouve avec 2 gros. Le constat, c'est que là les gros ne se rencontrent pas du tout. C'est-à-dire qu'on a une formule très très longue, on a 10 journées. C'est hyper long et aucun gros ne se rencontre. Oui, à part les vagues gros. On a 9 têtes de série. Oui, de fait. Cependant, il n'y a pas de match entre les gros. Donc, c'est pas très spectaculaire comme formule. Non, c'est spectaculaire, mais sauf que, bien évidemment, c'est spectaculaire. Ne t'en fais pas. C'est spectaculaire. Cameroun et Swatini, c'est spectaculaire, bien sûr. Oui, c'est spectaculaire. Mais attends, on y est en train quand même de parler d'un match qui va se jouer entre le Cameroun et le Cap-Vert. Alors, justement, Rémi. C'est ce que disait Philippe. Il y a 2 équipes par groupe qui peuvent espérer se qualifier. Donc on a beaucoup critiqué. En Europe aussi, vous avez le groupe de l'équipe de France, Azerbaïdjan. Non, ce n'est pas comme ça. Les autres, c'est barrage. Hier, on a eu un Pays-Bas-Pologne qui a fait nul. On a l'Allemagne qui a perdu. Donc ça arrive aussi sous d'autres. Rémi, comment vous le voyez, vous, ce match à Praia? On sait que le contexte est compliqué avec une pelouse qui n'est pas. N'est pas une pelouse. Voilà, qui n'est pas une pelouse, c'est du synthétique. On sait que ça peut être un piège. Brassé par le vent. Oui, le vent de l'Atlantique, ça peut aussi. C'est un archipel. Je dis bien. Oui, Rémi. Le Cameroun ne peut pas se permettre, et surtout, Marc Brice, de perdre. Il est obligé de gagner. Pourquoi? Parce que, il faut savoir que quand on joue contre le Cap-Vert, nous sommes le 4 septembre 2024. Le Cameroun est premier et inflige 4-1 au Cap-Vert. Aujourd'hui, le Cameroun se retrouve derrière le Cap-Vert. C'est-à-dire que le Cap-Vert, en fait, a pris 5 buts, et sur les 5 buts, 4 ont été marqués par le Cameroun. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Rigobert Song avait perdu contre l'Algérie, à domicile. Et il est parti se qualifier à Blida. Il est hors de question. On s'en souvient, Rémi, tous. Nous, Camerounais, les images sont encore dans les têtes. Que nous, Camerounais, et avec Marc Brice, qu'on aille perdre, d'autant plus qu'on se retrouve derrière le Cap-Vert. Il faut aller donner au Cap-Vert, même 5-0, et c'est tout. Et il y a un proverbe africain qui dit « Le piège attrape l'écureuil, mais pas le lion ». Ok, d'accord, Rémi. Très bien. En tout cas... Il date de quand, ce moment? Il y a 2 minutes. Frédéric, allez, disons-le, la joie des Congolais qui s'expriment sur tout ils sont les Soudan du Sud, ils vont avoir leur finale à Kin contre le Sénégal. On n'est pas trop surpris. On n'est pas trop surpris qu'ils aient... Moi, je voudrais montrer les téléspectateurs, alors les auditeurs, ils ne voient pas, mais... Vous voyez, c'est un festival d'émojis, de drapeaux de tous les pays d'Afrique. Ils sont là, tous les supporters. Oui, tout le monde veut se qualifier pour le mondial. Et on souhaite bonne chance à tout le monde, et notamment à la RDC. Et on y reviendra, chers Congolais, parce que vous avez gagné. Après, on verra pour ce qui sera du match de la finale de ce groupe. Et ça sera à Kinshasa, au Stade des Martyrs. Et nous en reparlerons. Pour l'instant, parlons de l'Europe.
Alors, premier match et déjà signal d'alarme pour la nationale Mannschaft. Hier soir, c'était donc le premier match à Bratislava face à la Slovaquie. Et l'équipe du jeune Julian Nagelsmann a perdu sur le score de 2-0. Il était très en colère, ce sélectionneur, à la fin. Et il a dit... Je fais confiance à mes joueurs, mais on ne peut pas gagner en perdant, en ne remportant qu'un tiers des duels sur le terrain. En jeu, bien sûr, la qualification. Xavier, c'est une qualification express pour les pays européens. En tout cas, ceux-là, il n'y a que 6 matchs, il leur en reste 5. Que peut-on dire sur cette équipe allemande, alors qui a perdu un de ses phares, c'est Thomas Müller. Mais bon, alors par exemple, là en défense, on a vu qu'il y avait quelques flottements. Là, la charnière Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, elle a été catastrophique. Mais bon, ça peut arriver. Mais surtout, le problème de l'Allemagne, il reste le même depuis de nombreuses années. Pas de buteur. Ils n'ont plus de buteurs. Ils n'ont plus de buteurs. En plus, ils ont Musiala, parce que le duo Wirtz-Musiala les a beaucoup portés ces dernières années. Enfin, ces années récentes plutôt, au dernier Euro, à la Ligue des Nations, où ils sont quand même allés en demi-finale. Et là, Musiala s'est blessé lors de la Coupe du Monde des clubs, lors du match contre le Paris Saint-Germain, si je me souviens bien. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une équipe d'Allemagne qui a perdu beaucoup de son potentiel offensif. Et devant, ils ont mis qui? Nick Woltemade, qui est une révélation récente, révélée avec Stuttgart, et qui vient d'être transféré à Newcastle. Et sinon, ils n'ont pas d'attaquant. Et c'est le problème, j'ai repris les classements de la Bundesliga. Actuellement, vous prenez le classement des buteurs de la Bundesliga. Les 10 premiers, vous avez un Allemand. Ah oui, on se croirait en Italie. Hier, voilà. Matteo nous disait que parmi les buteurs italiens de la Serie A, il n'y a pas d'Italien. Et la saison dernière, au classement final du championnat d'Allemagne, sur les 10 premiers, vous aviez 3 Allemands, dont Nick Woltemade, qui était le 10e et qui est parti depuis en Angleterre. Donc, il y a un vrai problème au niveau de l'Allemagne pour retrouver ces fameux buteurs qui sont capables de faire la différence. Et pour le moment, c'est criant. Quand la défense ne tient pas le choc, comme c'était le cas hier en Slovaquie, eh bien, les attaquants ne marquent pas. Qu'est-ce qui leur manque à ces Allemands, selon vous, Rémi? La défense. La défense? Vous êtes comme Mourinho, il faut bâtir de derrière. Toujours. Oui. Vous voyez avec le Brésil, depuis que Ancelotti est arrivé, il n'y a pas de but qui entre parce qu'il a réussi à bâtir une défense. Alors que le Brésil était là avec les Neymar, avec les Vinicius, avec tous les Rodrigo, mais il perdait. La réalité aujourd'hui, c'est que lorsque vous regardez les 7 derniers matchs de l'Allemagne, bien évidemment, il n'y a qu'une victoire. Ils font peur. Eh bien, il n'y a qu'une victoire. Et lorsque vous regardez les 3 derniers matchs, c'est 6 buts encaissés. Donc, à partir de là, quand vous prenez 2 buts par match, cela veut dire que vous ne pouvez pas gagner parce qu'il faut au maximum, il faut marquer. Aujourd'hui, le football est tellement tactique qu'on peut gagner avec un but. Mais si vous en prenez déjà 2 à chaque fois, cela veut dire qu'il y a un véritable problème. Ils ont tellement dominé qu'ils auraient dû marquer et ils n'ont pas marqué. Voilà, c'est ça, le 70% de possession. Tu peux prendre un but ou 2, mais si tu en marques 3 ou 4, c'est pas un problème. Ils marquent 0. Ça va aller très vite. Il n'y a que 6 matchs. Vous perdez le premier, c'est mal barré. Philippe, justement, est-ce que après, encaisser des buts, mais en marquer plus, théoriquement, c'est un peu la philosophie de Nagelsmann. Oui, complètement. Et bon, mais force est de reconnaître comme il est dit ici, que c'est pas le cas. Ils ne marquent pas. Ils ont un vrai problème offensif qui s'est matérialisé. Les stats de Rémi sont justes, mais il faut reconnaître aussi qu'ils ont joué les demi-finales, les matchs pour la 3e place de la Ligue des Nations. Donc, ils ont joué Portugal et France, ce qui peut expliquer qu'ils aient pris des buts aussi. Et heureusement, grâce à la Ligue des Nations, ils pourront être barragistes. Ce qui peut les aider dans un joker. Même s'ils terminent dernier du groupe, ils auront un joker dans les barrages. Il faut savoir... Tout est bien, c'est bien fait, tout est bien calculé. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'absent à cette Coupe du Monde à 48. Ce serait le diable s'il y avait si on n'a pas l'Italie, l'Allemagne, peut-être une wildcard de last minute, on ne sait jamais. On sait jamais. Ils n'ont manqué que 2 Coupes du Monde, les Allemands, c'était 1930 et 1950. Est-ce que nos auditeurs les voient absents de cette Coupe du Monde ou les voient présents, Frédéric? Non, mais on nous parle de la charnière, la Rudiger. Ça fait quelques mois que ça ne va plus. Ils sont comme Rémi. Je sais pas, il joue Rudiger. Il faut rappeler les groupes. Il y a Irlande du Nord, Slovaquie et Luxembourg dans ce groupe. Ces groupes de Coupe du Monde sont d'une faiblesse abyssale et condamnent d'entrée la formule. Leur prochain match, Coupe du Monde à 48, il faut adapter les qualifications parce que les groupes vont devenir de plus en plus inintéressants. C'est une évidence. Leur prochain match, ça sera dimanche soir à Cologne contre justement l'Irlande du Nord qui, elle, hier soir, a battu le Luxembourg. Allez, on continue, on va parler du Ballon d'Or.
nous y sommes, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Voici le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, France Football. Tu le veux, hein, ce ballon. Hein? Je vais te faire attendre un tout petit peu encore. Qui ne le veut pas, le Ballon d'Or? La liste des 30 meilleurs footballeurs a donc été publiée au cours de l'été. C'était le 7 août dernier. Alors, les meilleurs selon le magazine France Football, bien sûr. Et le magazine qui délivre ce trophée depuis 1956 le fera le 22 septembre prochain. On se posait une question tous ensemble, n'est-ce pas Frédéric? On se disait, est-ce que le mois d'août, puisque les votes sont clos depuis le week-end dernier, depuis la fin du mois d'août, maintenant on compte et on va prévenir le lauréat. Est-ce que le mois d'août a peut-être changé quelque chose par rapport à la fin de saison, par rapport, je ne sais pas si la fin de saison, c'est la finale de la Ligue des Champions ou la finale du Mondial des clubs? Il l'avait repoussé justement à cause du Mondial des clubs. Oui, bien sûr. Non, mais les championnats ont repris. Bon, tous ceux qui sont en mesure de le gagner, ils ont joué 2, 3, 4 matchs. On n'a pas l'impression que ce qui s'est passé là, sur ces dernières semaines. C'est pour ça qu'ils ont avancé. Ça va changer l'impression générale. Il y a la cérémonie au mois de septembre, alors qu'historiquement, elle était plutôt fin novembre ou en décembre. Elle se veut récompensant la saison. La saison, voilà. Ça a été pas l'année civile. Non, mais vous auriez eu Lamine Yamal qui met 3 triplés sur les 3 premiers matchs. Dans la tête de ceux qui votent, ou inversement. Ça a pu jouer par le passé. Ça a déjà existé. Voilà, en 92. Un quadruplé, je crois. Et sur Cristiano, je crois aussi, une année. Oui, aussi. Et Cristiano aussi. En octobre, à Nodine. En 2013. Ça avait joué. Il avait marqué Ronaldo, le barrage un triplé. On avait allongé jusqu'à la fin des barrages. Pour la Coupe du Monde 2014. Ouais. Donc ça a pu jouer par le passé. Mais j'ai le sentiment que le jury est maintenant beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature. Non, mais je pense que les critiques qui ont été fréquentes ces dernières années sur les votes de certains jurés les ont amenés... Qui sont rendus publics, les ont amenés probablement à plus réfléchir leur vote, plus le justifier, à être moins des fans et plus des journalistes critiques. Ce sont une centaine de journalistes. C'est un journaliste par pays, des 100 premiers classés au classement FIFA. Voilà. Donc déjà, ça change chaque année, puisque le classement mondial FIFA, les 100 premiers pays bougent. Donc, ça a garanti un certain renouvellement d'une partie des jurés. Xavier. Et j'ai le sentiment, et ils l'ont prouvé l'an dernier en choisissant plutôt Rodri que Vinicius ou un autre, qu'ils ont vraiment maintenant ils sont conscients du rôle qui leur est confié de choisir le meilleur joueur du monde et pas seulement le plus clinquant. Vraiment celui qui apporte le plus au développement du football. Et donc, selon vous, le plus raisonné des jurés... Si vous étiez le journaliste français amené à voter... Moi, je suis très embarrassé parce qu'entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, c'est vrai qu'il y a vraiment match cette année. Il y a aussi Hakimi qui est fréquemment cité, Pedri de l'autre côté ou Rafinha. Donc il y a vraiment de très grands joueurs qui peuvent être désignés cette année. Donc vous êtes embêté. Philippe? Moi, je suis un homme du passé, comme chacun sait, et non du passif, pour reprendre l'expression de François Mitterrand. Non, je suis un homme du passé, donc je suis un tenant du Ballon d'Or d'une autre époque où, globalement, le Ballon d'Or appartenait aux équipes qui gagnaient. Alors, une année paire, c'est plutôt Euro, il fallait chercher plutôt dans l'Euro ou la Coupe du Monde. Une année impaire comme cette année, il faut chercher chez les vainqueurs, et donc Ligue des Champions, donc Ousmane Dembélé, voilà. Par exemple, d'autres peuvent voter Vitinha ou autre. Hakimi est aussi dans l'équipe gagnante. Oui, Hakimi, ils auront tous des voix. Mais ce qui peut nuire d'ailleurs éventuellement à Dembélé, ça c'est un autre sujet. Mais oui, je pense que le meilleur représentant, ce serait Dembélé. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur joueur du monde. Ça veut dire que la photographie de 2024-2025... Sur la saison. Sur la saison 2024-2025, pour moi, c'est Ousmane Dembélé. Rémi? Je serais d'accord avec Philippe. Parce que le football, d'abord, c'est certes les trophées collectifs, mais aussi individuels. Donc, il a tout gagné. Comment est-ce que vous allez expliquer ça? Et maintenant, au niveau des buts, il a 35 buts. Et 18 pas décisifs. Et de l'autre côté, on me dit que Lamine Yamal et tout. Mais il a 18 buts. Comment est-ce que vous voulez comparer ça? Et il a été éliminé. Mais attendez, Ousmane Dembélé a battu toutes les équipes. Non, on va faire un débat sur eux deux pour l'instant. C'est juste savoir qui serait et moi, maintenant encore, pour moi, c'est-à-dire que pour moi, il y a Ousmane Dembélé. Et puis après, je peux mettre Hakimi
Parce que Hakimi, lorsque vous me parlez de Pedri et consorts, je me rends compte que Hakimi, quand même, c'est 11 buts, 16 passes décisives qu'aucun milieu de terrain n'a réussi à faire. Lui, il est défenseur. Et maintenant, en deuxième position, je peux mettre Salah. Salah, c'est 35 buts. Première ligue avec 25 passes décisives. Salah, il était ballon d'or fin janvier et ça s'est arrêté là. Il a été éliminé en Ligue des Champions. Qui a été ballon d'or? Mais comme aussi, Lamine Yamal a été éliminé. Qu'est-ce que tu dis là? Chaque mois, il y a un ballon d'or différent. Il y en a pour tous les goûts. Un petit message pour résumer. Adalfun, c'est son pseudo. En termes de statistiques, c'est Dembélé qui le mérite. En termes d'impact sur son équipe et de spectacle, c'est Lamine Yamal. Non, c'est Rafinha. Rafinha, c'est 35 buts avec le Barça et 25 passes décisives. Là où Yamal sera redoutable, c'est qu'effectivement, moi, je parlais du passé. Ces dernières années, on a eu l'impression qu'on aimait élire celui qu'on estimait être le meilleur joueur. Et un peu dans donc, ça peut discuter un peu dans la hype, c'est-à-dire dans la mode du moment. En tout cas, sachez que dans le prochain numéro de France Football, il y a quelqu'un qui dit le Ballon d'Or, c'est moi. Et celui qui dit ça, c'est un certain Lautaro Martinez. Comme ça, quand on lui demande. Donc ça veut dire que c'est pas lui. Allez voir sur les réseaux sociaux parce que paraît-il que Ousmane Dembélé a posté un message qui sème le trouble. Il le dit en chanson. Écoutez ça. En tout cas, nous, on va vers les cartons. Carton jaune. Il sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons, toujours aussi bons et sélectionnés par David Finzel. Bonsoir à tous, je suis Randia Manantena Mario, je viens de Madagascar. Un carton vert pour les Barrias et à tous les supporters car les Barrias ont montré à travers les chaînes que Madagascar possède beaucoup de talent. Big up à Rémi Ngono. Bonjour Café du Sport, moi c'est Aloïs depuis N'Djamena au Tchad. Mon carton aujourd'hui il est vert, vers l'équipe nationale tchadienne qui nous a donné le sourire hier. Un match nul face au Ghana. Ah, c'est encourageant quand même. Allez les Sao, force à vous. Annie, on attend une émission spéciale. Hein? Bonjour Radio Foot International, bonjour Madame Annie et à toute l'équipe. Moi c'est Georges, je vous appelle de Londres. Et puis mon carton cette semaine, c'est carton vert à l'équipe Sao nationale du Tchad. Son coach, vous savez, qui a réalisé un espoir avec un match contre le Ghana. Et puis carton rouge au Toado, aux dirigeants de la Fédération ghanéenne du football. Au Toado qui continue toujours de donner des excuses. Merci et puis bonne émission. Malsali depuis Markaba, l'extrême nord Cameroun. Mon carton d'aujourd'hui est de la couleur verte. Va à l'endroit de Marc Brice pour avoir réalisé en 13 matchs, 18 buts, 0 défaite et 5 buts encaissés. Beaucoup de courage et bonne émission à tous. Bonjour Radio Foot International, bonjour, moi c'est Abdullah, ici depuis la République centrafricaine, précisément à Bangui. Alors, mon carton est rouge qui va directement à l'équipe nationale centrafricaine qui ne cesse pas de nous décevoir avec des défaites et des défaites. Vraiment, carton rouge au fleuve de Baza Bangui. Salut Remingolo. Salut, Café des Sports, c'est Ignace Yabré à Ouagadougou au Burkina Faso. Je donne un carton vert à Dominique Soboslai qui a donné une victoire à son équipe, une victoire au forceps contre l'Arsenal. Je pense que c'est une victoire décisive pour ce début du Premier League. Je salue une voix qui nous manque toujours, Alessandro Valente. Bonne émission. Bonsoir Café des Sports, fils Kadianda depuis la République démocratique du Congo à Lubumbashi. Mon carton est rouge. Rouge pour l'Atlético de Madrid. Le club le plus nul en ce début de championnat. Je dis bien, le club le plus nul. Je pense que le club devrait penser à se séparer de Diego Simeone. Simeone n'a plus le niveau d'Atlético de Madrid. Bonne émission et je vous aime tant. Bonjour le Café des Sports, c'est Diallo Boubacar depuis Conakry. Je donne aujourd'hui un carton vert malgré que je suis supporter du Real. Lionel Messi qui a disputé son dernier match avec la sélection argentine devant le public argentin à domicile. Et pour l'occasion, il a signé doublé. Et moi j'ai une question pour Alejandro Valente ou bien Carlos Bianchi ou bien les deux. Est-ce que dans l'esprit des Argentins et dans le cœur des Argentins, désormais, Lionel Messi passe devant la légende absolue, Diego Armando Maradona? Salut Radio Foot International, Kamisoko Sekou depuis les Émirats Arabes Unis. Mon carton est vert adressé à Matnesh Atlouche pour sa convocation en équipe de France. J'espère qu'il marquera des points. Ciao et bonne émission. Bonjour spécial à Annie Gachnier. Moi c'est Ibrahim Golbo Martin depuis Douala au Cameroun. Mon carton est rouge à tous les arbitres espagnols.
qui se sont peut-être entendus entre eux que il faut qu'on fasse tout pour maintenir l'équipe de Boulanger qui est le Barça à la tête de ce championnat, chose qu'on n'accepte jamais. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Merci Rémi Ngono, force est à nous. Honte à Xavier Barré. Merci, ciao. Bonsoir l'équipe du Café du Sport, c'est Simi Kilange depuis Ottawa au Canada. Alors j'accorde mon carton vert à Lionel Messi pour son doublé de ce soir, qui était son dernier match en Argentine avec le maillot d'Argentine. On espère assister à sa dernière danse à la Coupe du Monde 2026. Donc carton vert au GOAT. Il n'y a pas deux comme toi Léo Messi. Ah, tu pars. Eh bien, Léo Messi, il sera encore là, ne vous inquiétez pas. Par contre, dans le cœur des Argentins et même d'Alejandro Valente, je ne m'avance pas trop en disant que je crois que Maradona est quand même indéboulonnable. Allez les amis, il faut aller vite maintenant. Rémi, quelle est la couleur de votre carton? Vert. Oui. Vert parce qu'on me dit, parfois je critique le Tchad, mais là j'ai quand même dit que c'est pas possible. Le Tchad, quand j'ai vu comment est-ce qu'ils sont revenus dans le match contre les Black Stars, qu'on dit souvent les Brésiliens, j'ai été très content surtout. Après avoir pris une manica au match aller. Mais là, ils sont revenus dans le match, ils ont égalisé, ils ont même failli marquer encore. Minute. Oui, c'est comme ça, c'est pour ça que je dis que c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'il faut aller avec le match, il ne faut pas avoir peur des noms et tout et tout. Et il y a un proverbe africain qui dit « Un moustique peut faire mal à un roi ». Ou un éléphant peut-être qui porte sa trompe. Puisque le moustique le pique n'importe qui. Bon, bravo Rémi et bravo les Sao surtout. Frédéric, carton vert à Carlo Ancelotti, vert comme l'une des couleurs du drapeau du Brésil. Bravo Carlo, il a laissé Neymar chez lui à la maison. Il l'a pas appelé là pour les deux matchs éliminatoires. Un petit message subliminal pour lui dire continue de te préparer, sois fit. Et quand tu seras vraiment prêt, oui, je t'appellerai pour la Coupe du Monde. Ouais. Ça n'a pas trop plu à Neymar qui a réagi. Mais c'est comme ça. Non, les Madrilènes, je crois qu'il a dit qu'il les connaissait bien. Xavier? Moi, un carton jaune et rouge. On a fait beaucoup d'international. Je reviens sur le championnat de France et plutôt sur un club que pourtant on aime bien, le Racing Club de Lens, qui a eu un comportement assez incroyable vis-à-vis du football et notamment du football amateur. Ils ont prévenu qu'ils déclarait forfait pour le championnat de Régional 1 pour la réserve du Racing Club de Lens, qu'il déclarait forfait pour l'année, 48 heures avant le début du championnat. Et du coup, le club qui aurait pu être repêché ne l'a pas été puisque c'était trop tard. Donc, pas sportif du tout. Il faut rajouter que leurs U19 ont été relégués, que cette réserve avait déjà été reléguée. Donc, c'est bien de soigner l'équipe première, mais il ne faut pas oublier la base. Philippe? Eh bien, un carton vert exceptionnel à la CAF et au CHAN en particulier. Parce que on a sauvé ce tournoi qui était un peu moribond, sur lequel on avait beaucoup de doutes. Et non seulement on l'a sauvé, mais il y a eu des spectateurs dans les 3 pays concernés. C'était une triple organisation, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Il y a eu des spectateurs partout et ça a été une réussite. On s'en félicite, c'est rare. Une très belle finale. Ouais. Hein, et peut-être de bon augure pour la CAN, puisque ce seront les pays qui recevront la CAN. Et justement, 2027. Le carton de Radio Foot, vous allez voir, il est noir et jaune. Jaune et noir, peut-on dire, avec un petit bruit là, on a rajouté pour que vous compreniez bien. Mais en Tanzanie, eh bien, il y a un essaim d'abeilles qui a interrompu un match. C'était à Babati. Un tournoi de pré-saison entre le City FC d'Abuja et le JKUFC. Tout le monde était à terre. Il a fallu attendre plusieurs minutes. Alors tout le monde, que ce soit les joueurs, les remplaçants, le staff, l'arbitre, le caméraman, tout le monde à terre, ventre à terre, parce que ces bestioles ne voulaient pas quitter la pelouse. Bref, FC Abeille a gagné. Voilà, c'était 1-1 le score de ce match, mais quand même. C'était assez éprouvant, mais ça va. Ici dans le studio, on n'a pas besoin de se cacher. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci à tous de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.